Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce petit contretemps de mise en route. Donc vous avez déjà compris pour la plupart que vous avez un outil à disposition qui est le chat, hein, c'est-à-dire que vous en êtes servi. Je vous en remercie pour me dire qu'il n'y avait pas de son et pour me dire que maintenant ça fonctionne. Donc je vous en remercie. Sachez que vous pourrez me poser des questions avec cet outil au cours de la conférence, hein, n'hésitez pas. J'essaierai de prêter attention au maximum aux questions qui me seront posées. Donc 9h05, je renouvelle mes excuses pour ce retard. Donc bonjour à toutes et à tous. On va démarrer sans plus attendre. Donc merci de participer à cette conf sur l'acceptabilité sociétale. Donc ça fait partie d'une série de webinars que je donne régulièrement sur cette thématique. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire remonter des retours d'expérience sur trois grandes activités que je suis, hein, que sont les énergies renouvelables, l'assainissement et les déchets. Voilà, bon, donc j'ai pas, a priori, les gens sont arrivés. De toute façon, là, on a passé le temps, je démarre. Peut-être que les personnes vont me rejoindre. Vous êtes relativement nombreux aujourd'hui, hein, donc merci encore. Donc, pour commencer, pourquoi cette conférence? Alors, j'ai eu la chance, il y a quelque temps, pour dire plusieurs décennies, et tout de suite après ma thèse, d'aller faire un stage au postdoctoral aux États-Unis, donc à Seattle, donc l'État de Washington, euh, dans un laboratoire d'écologie. Donc moi j'étais spécialiste en écologie des systèmes aquatiques, mais là j'étais dans un laboratoire de forestry, donc d'écologie des forêts. Et je vous montre ces photos parce que j'ai découvert quelque chose, hein. J'ai découvert d'abord un paysage forestier qui s'étendait très loin jusqu'à l'horizon, avec pour un Européen des forêts assez impressionnantes. Mais comme j'étais avec des scientifiques, ils m'ont expliqué qu'en fin de compte, ces forêts étaient des forêts cultivées, qui étaient là pour l'industrie du bois, qui est représentée par la petite photo en bas, et qui une entrée sur un paysage avec un côté paysager, une analyse scientifique et une réalité économique. J'ai vu ces machines fonctionner, donc c'est très impressionnant. Il y avait même des forêts où ils enlevaient les arbres par hélicoptère. C'était dans les années tout début 90. Et en même temps, j'ai eu la chance de visiter une forêt originelle, hein. C'est la photo de droite. Là, on change complètement de décor. On entre dans un environnement que moi je ne connaissais pas, qui est difficile à trouver en Europe. Je pense qu'il existe encore une forêt originelle en centre de la Pologne et je ne suis pas convaincu qu'elle soit encore intacte, donc qui n'a jamais été exploitée par l'homme. Donc on rentre dans un paysage très différent, donc où s'entrelacent des branches, des mousses, des lichens, des fougères, avec une ambiance très particulière. Et j'avoue que là, ce qui m'a le plus marqué, c'était pas du tout mon cerveau rationnel qui est rentré en ligne de compte, mais c'était vraiment le côté émotionnel. Quelque chose qui relevait à la fois presque de l'angoisse, parce qu'on est dans un monde qui est très touffu, qui n'a pas d'organisation comme on a l'habitude de le voir. Les arbres ne sont pas alignés, les choses sont vraiment dispersées, sans organisation entre guillemets artificielle, celle qu'on a l'habitude de voir dans un paysage où il y a la main de l'homme qui est passée. Donc c'est en Europe sont quasiment tous les paysages, donc beaucoup d'émotions. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'un objet aussi complexe qu'une forêt pouvait être vu sous trois angles différents. Donc il y avait le côté économique, il y a le côté description scientifique, technique, fonctionnement qui va se traduire par des règlements pour le protéger. Et puis ce que j'ai découvert personnellement et qui depuis me suit, c'est qu'on est aussi en capacité de voir quelque chose sur le côté émotionnel. Alors vous mettez les mots que vous voulez, hein, parce que il y a,
chacun va utiliser des mots différents pour décrire ses sentiments, pour décrire ce qu'il ressent. Et je me suis aperçu qu'on regardait la même chose, mais avec des regards différents, et bien évidemment des enjeux complètement différents. Donc ce triptyque c'est inscrit en moi. Donc j'ai passé plusieurs années à continuer à travailler dans la recherche en France, de retour au CNRS. Et donc c'est après plusieurs expériences où j'ai vu que ce triptyque se mettait en place même dans le milieu scientifique et se mettait aussi surtout en place dans des sujets d'intérêt général où des décisions étaient prises. Je me suis dit, mais il y a probablement des choses à regarder de ce côté-là, d'où la création de la société acceptable à venir. Alors, si on se plonge dans l'actualité, celle d'aujourd'hui, donc, qui est quand même toujours la nôtre, hein, l'épidémie, on retrouve ce triptyque. On retrouve la réglementation, qui est pas pour protéger l'environnement au sens milieu naturel, mais l'environnement au sens notre santé. Voilà. Donc, on a eu une réglementation relativement forte qui s'est mise en place. Un côté économique spectaculaire. Donc là, j'ai fait une photo en allant chercher un de mes fils à l'aéroport de Toulouse qui il revenait de Toulouse, d'Écosse. Donc c'était une image qu'on a l'habitude de voir plutôt dans des films catastrophiques ou de catastrophes ou de science-fiction. Donc là, c'était vraiment très, très impressionnant. Et puis en même temps, donc, on a eu l'émotion qui s'est traduite notamment, mais pas seulement, mais enfin spectaculairement par ces applaudissements régulièrement à 20 heures pour saluer les gens qui étaient comme on le disait, en première ligne, notamment tous les personnels de santé, mais tous les autres aussi, hein, puisqu'on a eu les gens qui ont continué à assurer le service alimentation en eau potable, assainissement, les déchets, les commerces, enfin tous ces gens qui eux, étaient en prise directe avec qui étaient exposés au virus. Donc on a retrouvé ce triptyque dans cette actualité. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, donc, c'est quel est le fonctionnement de ces webinars. C'est dans un premier temps donc une conférence, donc ce matin, dans laquelle je vais plutôt balayer des dimensions qu'on peut appeler théoriques, hein, mais qui seront quand même ancrées sur de la réalité à travers des cas d'études. On va balayer trois grandes thématiques ce matin, le cahier de challenge de l'entreprise aujourd'hui, la notion d'acceptabilité sociétale, bien sûr, puisque c'est le sujet, et puis des retours d'expérience, donc je disais, des trois grands secteurs d'activité que sont les énergies renouvelables, l'assainissement et les déchets. Et dès cet après-midi, même dès cette deuxième partie de matinée, pour ceux qui ont des priorités fortes, hein, donc bah, n'hésitez pas à me contacter, puisque bien évidemment, ce matin, on va parler de choses assez générales et probablement qui ne vont pas prendre en compte la spécificité de votre cas. Donc je sais qu'ici, il y a des personnes qui sont là pour s'informer, d'autres qui sont là, qui ont des priorités. Certaines ont déjà pris rendez-vous après la conf. Donc n'hésitez pas n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse aller plus loin sur votre étude. L'idée, c'est de savoir ce que je vais vous présenter ce matin. Est-ce que ça peut s'appliquer à votre cas particulier? Donc on a besoin de discuter, donc une trentaine de minutes, et puis voir comment ça pourrait se faire, et puis quels seraient les résultats que vous pourriez en attendre. Alors, vous avez, pour prendre rendez-vous, en haut de l'écran, un bouton rouge, puis je crois qu'il y a aussi d'autres liens sur lesquels vous cliquez, et puis vous tombez sur un petit calendrier dans lequel vous saisissez le créneau qui vous va bien. Si jamais les créneaux ne vous vont pas, bah, vous n'hésitez pas à me contacter par mail, que je remettrai tout à l'heure à la fin de la présentation, ou par téléphone aussi, bien évidemment. Et puis, vous pouvez aussi aller sur le site d'Expert Venir. Vous pouvez aussi vous inscrire si jamais vous ne retrouvez pas mon adresse mail. Voilà. Ça, c'était sur le côté fonctionnement. Si vous avez une question par rapport à ça, vous n'hésitez pas à me poser une question par chat. Hein, n'hésitez pas. On va partir sur la conférence en elle-même. Donc, je pars d'un constat que je pense nous allons partager, qui est celui que le contexte de l'entreprise s'est complexifié. Bon, c'est pas, ça date pas de la crise, hein, bien évidemment.
Il y a eu toute une série d'événements qui nous ont montré qu'on était dans quelque chose qui était de plus en plus compliqué. Alors, trois grands items, hein. Le premier, c'est le fait que l'entreprise est entrée dans l'ère de la défiance. Ça, c'est le titre d'un bouquin dont je pourrais vous donner les coordonnées éventuellement, que j'ai imagé par cette manifestation avec quelqu'un qui prend une pancarte. Nous avons besoin de changement. Voilà. Et notamment, alors pas que sur le monde politique, mais aussi par rapport au monde de l'entreprise. Les exigences environnementales et sociétales augmentent quotidiennement. Bon, ça, je pense que tout le monde en est conscient. Il y a des marches pour le climat. Enfin, il y a plein d'actions de la société qui montrent que c'est une vraie préoccupation et qui est devenue une exigence, hein, au sens propre du terme. Et le troisième alinéa, donc ça, c'est vraiment un retour d'expérience, c'est de fait que servir l'environnement n'est pas forcément synonyme de perception positive par la société. Là, j'ai imagé ça avec les Gilets jaunes, hein. Rappelons-nous comment ça a démarré. C'était une bienveillance vis-à-vis de l'environnement, euh, limiter les dégagements pardon, de CO2, que tout le monde sait être un gaz à effet de serre, et puis donc par taxation du carbone. Et bien évidemment, il y a eu une conséquence très rapide sur l'économie journalière, quotidienne d'une certaine tranche de la population qui, à partir de là, s'est mobilisée. Bon, bien évidemment, il y avait plein d'autres éléments qui ont généré cette mobilisation, mais il y a eu le point de cristallisation. C'était celui-ci. On est parti d'une volonté d'améliorer l'environnement et on s'est retrouvé sur une crise sociale, sociétale. Le challenge de l'entreprise, j'ai pris l'exemple du pacte vert pour l'Europe, le Green Deal, donc et on en a beaucoup parlé pendant la crise, hein. Pendant la crise, c'était, enfin pendant le confinement, plus exactement, parce que la crise, on n'est quand même toujours pas complètement sorti. Pendant le confinement, c'était l'économie d'après. Quelle va être l'économie d'après, avec une prise de conscience assez forte qu'il y a une interconnexion forte entre les éléments de notre planète, hein, qui soient naturels, économiques, sociaux. Donc là, il y a cette prise de conscience avec une grande question, c'est après, ça sera plus comme avant. Donc sous-entendu, on va aller vers une économie dite verte. On peut le poser comme volonté, c'est affiché sur des grandes institutions comme l'Europe, avec probablement des outils qui vont venir aider, mais il n'en demeure pas moins que pour le dirigeant, il y a quand même pas mal de questions qui se posent, notamment trouver un équilibre entre la faisabilité technique et économique, comment je vais faire, tout en étant conforme d'un point de vue réglementaire, puisque ça, c'est quelque chose qui est toujours présent, et en respectant les attentes sociétales. Donc, quelques questions que je vais illustrer. Donc, nombreuses sont les questions. J'ai pris un exemple qui peut paraître caricatural, mais quand on se dit comment je vais faire pour l'économie de demain, comment je vais faire fonctionner mon entreprise, comment je peux améliorer, comment je peux diminuer mon impact sur l'environnement. Donc, la question se pose, quelles sont les technologies pour l'environnement? J'ai pris l'exemple des carburants pour les véhicules thermiques à énergie, qui fonctionnent à l'énergie fossile. Il y a une volonté, dans tous les exemples que je montre, hein, je ne fais jamais de jugement de valeur, hein, c'est juste un constat. Donc il y a eu une volonté de diminuer les impacts de pollution en changeant de carburant, de passer de l'énergie fossile à du biocarburant. Donc une volonté de diminuer la pollution, notamment localement, avec l'huile de palme. Alors, on sait maintenant que ça a entraîné des désastres. L'image que j'ai récupérée, on parle de cauchemar des forêts sur les pays qui produisent cette huile de palme, qui sont situés qui sont dans l'hémisphère sud, principalement autour de l'équateur. Donc une bonne idée au départ a eu des conséquences pour l'environnement, a eu des conséquences sur l'environnement, bien sûr, ailleurs. Maintenant, on sait que quand on agit quelque part, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, on agit quelque part, il y a des conséquences probablement sur notre globe.
L'autre question qui se pose, c'est quels sont les modèles économiques qui vont être utilisés, qui vont fonctionner. Bon, je cite l'agriculture, puisqu'on sait que l'agriculture, originellement, qui était là pour fournir les ressources alimentaires pour la population, au fur et à mesure, a servi à d'autres approvisionnements, donc la nourriture du bétail, avec la question qui est sous-jacente de dire est-ce qu'il faut continuer à fabriquer de la protéine animale ou consommer directement la protéine végétale. Et puis se sont ajoutées d'autres utilisations des ressources agricoles, donc des biomatériaux, comme par exemple un isolant, et puis l'énergie. Donc on a parlé tout à l'heure des biocarburants, mais on a aussi de plus en plus, notamment en France et en Europe, une volonté par les autorités de développer le, le- le biogaz, pardon, excusez-moi, le biogaz à travers de la méthanisation. Et on s'aperçoit que tous utilisent les mêmes ressources. Alors bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes produits qu'on utilise, hein. Donc sur l'agriculture, il y a des coproduits, donc tout peut être réparti, mais il y a une pression de plus en plus forte sur l'agriculture. Pression parce qu'il y a, on a bien vu que dans des crises, il peut y avoir une pression terrible sur la ressource alimentaire. Vous avez tous assisté au fait qu'il y a eu une ruée sur les farines, les pâtes, et qu'avant, dans les rayons, il n'y avait plus de farine et plus de pâtes, parce qu'il peut y avoir une pression très forte, que les stocks dont on parle ne sont pas si importants que ça. Il y a de la tension. Il y a aussi une autre pression qui arrive, c'est la pression sur le foncier. Donc pression sur le foncier, parce que l'urbain dans nos pays s'étale, et l'agriculture a besoin de terre, et aussi une pression internationale. Il y a des pays qui viennent dans les pays qui ont de belles terres cultivables, viennent soit sécuriser leurs revenus, leurs ressources alimentaires, soit éventuellement investir d'un côté financier. Donc, on sait tous qu'en France, il y a les Chinois qui viennent acheter des terres. Donc il y a une tension là-dessus qui est en train de se mettre en place. Alors est-ce qu'on va garder un modèle concurrentiel, c'est-à-dire bah, chacun va trouver sa place comme il peut, ou alors on se dit bah, il faut peut-être réfléchir différemment parce que autrement on va avoir des tensions, et qui dit tension dit crise, avec des gens qui vont se trouver peut-être entre squeezés, qui vont manifester, qui vont pas être contents, et est-ce qu'on a envie de vivre tous les jours en période de crise et en conflit avéré ou latent. Voilà, c'est un peu les questions qui peuvent se poser. Le troisième pilier, donc l'acceptabilité, donc c'est le propos de cette conférence, c'est comment obtenir l'acceptabilité. Donc pour éviter que le dirigeant puisque, se trouve face à un mur. Là, j'ai pris des exemples très classiques, hein. Donc le méthaniseur, on vient d'en parler, le méthaniseur exacerbe les passions. J'ai pris de la revue de presse. Les anti-éoliens font monter la pression. Donc tout le monde sait que les éoliennes sont toujours sujettes à discussion, voire contestation, voire opposition, voire blocage. Les parcs photovoltaïques commencent à être aussi remis en question, notamment quand ils sont au sol, hein, les parcs photovoltaïques au sol, quand ils sont importants en taille, ils commencent à être remis en question. Puis là, j'ai cité un exemple qui est un petit peu moins courant, qui est celui de la réutilisation des eaux usées. J'en parlerai un peu plus tard, mais la réutilisation des eaux usées dans des pays comme la Californie, pardon, les États-Unis, l'État de Californie, qui a vraiment un gros problème d'alimentation en eau potable. Alors, gros problème parce que les ressources sont limitées et qu'il y a une surconsommation, sans porter de jugement, c'est-à-dire qu'il y a une surconsommation. La question se pose de savoir est-ce qu'on ne va pas réutiliser les eaux usées, retraitées bien évidemment, pour fabriquer de l'eau potable. Et vous voyez là qu'il y a un article de l'Université de Los Angeles qui, qui parle de la réglementation et des politiques publiques, qui pose la question de comment on peut répondre aux oppositions du public par rapport à cette volonté de fabriquer de l'eau potable à partir des eaux usées. Donc un vrai challenge, quoi. L'entreprise, même les politiques, ne peuvent pas se faire indépendamment de comment vont réagir les personnes. Donc l'acceptabilité sociétale, je vais en dire deux, trois mots. En France, c'est une terminologie qui est contestée, notamment par les associations et le monde universitaire. Alors pourquoi? Parce que le monde universitaire, notamment, a réfléchi à cette problématique il y a plusieurs décennies. Et puis on s'est aperçu, c'est à l'époque à l'époque du greenwashing, que certaines entreprises
ont un peu confondu acceptabilité sociétale et passage en force d'un projet. Donc, il y a un peu d'hésitation actuellement quand les gens utilisent ce terme. Mais moi, je continue à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est une réalité. Et j'en veux pour preuve le fait qu'au Québec, le gouvernement l'affiche, notamment le ministère de l'Environnement, puisque pour eux, c'est une obligation. Quand un projet d'envergure vient sur un territoire, il faut qu'il recueille l'acceptabilité. Alors, eux, ils disent acceptabilité sociale. En France, le social, c'est tellement consacré comme terme qu'il faut que j'évite de l'utiliser. Donc, je parle de l'acceptabilité sociétale, mais eux parlent d'acceptabilité sociale et donnent une définition que je vous invite à lire avec moi. Donc, l'acceptabilité sociale, c'est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion collective à l'égard d'un projet, d'un plan, d'une politique. Et le deuxième alinéa, ce jugement peut être positif ou négatif et n'est jamais figé dans le temps, il concerne toutes les échelles territoriales. Donc on s'aperçoit que c'est un processus individuel, collectif, qui porte entre guillemets sur tout, hein, pas que les projets, mais aussi les plans, les politiques, les stratégies, qui n'est pas que négatif, qui peut être aussi positif et qui, je disais, dynamique, bouge dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas un mur qui est là figé, un obstacle, c'est quelque chose qui bouge. Et quand quelque chose bouge, il y a toujours des possibilités. Je vais vous présenter rapidement trois cas d'études, trois cas pratiques de succès de l'acceptabilité sociétale sur les trois grands secteurs d'activité dont je vous ai parlé, les déchets, la réutilisation des eaux usées et les ENR, j'ai pris l'éolien, puisque c'est ça, celui qu'on met souvent en avant pour dire que les choses sont compliquées. En ce qui concerne la gestion des déchets en Île-de-France, j'ai pris les résultats d'un ouvrage qui vient de paraître, là, enfin qui est apparu il y a 2 ans, 2018, qui est vraiment très bien fait et qui pose une question qui mérite d'être posée, c'est la concertation est-elle rentable? Donc ils ont fait l'analyse de plusieurs projets de déchetterie ou de collecte de déchets en Île-de-France, donc des systèmes assez importants, hein, c'est des projets qui font plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est un travail de scientifique qui est fait avec rigueur, donc beaucoup d'hypothèses, beaucoup de précautions prises, comme on doit faire dans un travail scientifique. Alors moi, je me suis permis d'extraire certaines grandeurs de ce bouquin, qui a comparé, cette étude a comparé les projets dits imposés et les projets dits concertés. Qu'est-ce qui ressort de ça? Ils ont montré que pour un projet imposé, pour les projets imposés, il y avait des surcoûts. En ordre de grandeur, c'est autour de 2,5 millions. On va pas, je ne pense pas que les 150 000 euros soient précis, mais enfin autour de 2,5 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable hein, pour un projet d'une vingtaine de millions d'euros. Et la concertation en face, c'est entre 50, 200, voire 300 000 euros. Donc on est bien sur quelque chose qui est de l'ordre de l'investissement. On n'est plus dans des surcoûts, puisqu'il y a un retour qui peut être fort, hein, puisqu'on peut économiser plus de 2 millions d'euros si on injecte quelques centaines de millions d'euros au départ. Donc là, une preuve que oui, la concertation peut être rentable. Il y a quand même le peu, puisqu'il montre aussi que de temps en temps, la concertation ne garantit pas à 100% le succès du projet, mais j'en parlerai plus loin, parce que ça, c'est quelque chose d'assez important. Le deuxième cas de figure, cas pratique, c'est un projet d'expérimentation qui a été mené par un des trois grands leaders français de l'eau et de l'assainissement, qui a donc fait une expérimentation sur la réutilisation des eaux usées, donc qui sortaient d'une station d'épuration, qu'ils ont retraitées pour l'agriculture. Et là, c'était un test par irrigation par aspersion. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est des grandes rampes d'irrigation qu'on voit notamment dans le sud-ouest de la France qui aspergent l'eau et avec de temps en temps de l'eau qui part sur la route s'il y a du vent ou même de la bruine qui risque d'aller dans les maisons à proximité. Donc ça, c'était un projet expérimental retenu par le fonds unique interministériel, qui est un fonds qui sert à subventionner les projets de R&D, d'innovation qui sont très très bons d'un point de vue technique. Donc il n'y en a que quelques-uns chaque année qui sont sélectionnés, tous secteurs d'activité confondus. Hein. Celui-ci avait été retenu. Ils avaient pris la précaution de faire une première concertation avec les élus concernés, donc il y avait 2 communes concernées et la profession agricole.
Et je vais dire mais, voilà, le mais n'avait pas poussé la concertation jusqu'à l'implication des associations, des riverains et des citoyens. Donc, résultat, quand ils sont arrivés dans le sud-ouest de la France, autour de Tarbes, pour mettre en place le projet, blocage. Blocage qui a duré un an, puisque le maire, un des maires s'est trouvé confronté à une opposition dans sa commune. Et le maire qui était favorable au projet s'est retiré sa décision, plus exactement, a dit je ne veux pas décider de l'implantation de ce projet sur ma commune, donc je ne signe pas les autorisations. Donc il y a eu branle-bas de combat. L'idée, ça a été de dire, une fois qu'on est au pied du mur, parce que là ils étaient vraiment au pied du mur, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors dans ces cas-là, on prend du recul. Donc ils ont fait une prise de distance, c'est-à-dire qu'ils ont accepté déjà de se poser la question de pourquoi ils étaient arrivés à cette situation. Donc il y a eu une première analyse des perceptions, puisqu'ils s'étaient dit comment on peut passer d'une situation où on était tous d'accord, donc le porteur de projet, tous les partenaires, donc c'est un projet qui existe toujours de R&D, donc il y a des organismes de recherche, il y a des sous-traitants, enfin, il y a beaucoup de monde, plus les collectivités, plus la profession agricole. Pourquoi, en notre sein même, on commence à avoir des, des, de la méfiance qui s'est mise en place. Donc analyse des perceptions, des partenaires, des extérieurs, des associations, des riverains, et la surprise de voir que, en effet, le projet n'était pas vu en dehors des dimensions techniques et économiques. Le projet n'était pas vu d'une façon homogène sur d'autres valeurs dont je vous parlerai très très rapidement là, dans quelques instants. Donc il y a eu une analyse de dire bon, il faut qu'on refasse notre projet, donc une acceptation par le porteur de projet de dire on va rebattre les cartes, on va reconstruire notre demande d'autorisation, mais on va le faire avec les citoyens, les riverains. Donc là, ils ont pris un risque important. Ils se sont lancés dans un processus de co-construction d'une demande d'autorisation, donc quelque chose de très 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 technique. Mais ils ont accepté d'ouvrir le livre, ils ont accepté de discuter les points noirs, de les améliorer, voire d'enlever certaines choses qui n'étaient pas acceptables. Et en 4 mois, ils ont réussi donc à avoir quelque chose qui a obtenu les autorisations administratives, qui n'a reçu que 2 questions à l'enquête publique et surtout qu'il y a eu 0 recours. Alors que le préfet disait que de toute façon, dans le sud-ouest, dès qu'un industriel veut faire un projet lié à l'environnement, il y a des recours systématiques par les associations de protection de l'environnement. Donc une vraie réussite, et en plus, cerise sur le gâteau, euh, ce qui a été mis en place, qui en fin de compte a permis de construire la confiance, parce que je pense que c'est ça qu'ils ont réussi à faire. La confiance a permis de rattraper un dérapage, puisqu'il y a eu une tentative par des opposants. Alors les opposants, ceux que j'appelle les irréductibles opposants, il n'y a pas de jugement de valeur, simplement dire qu'ils n'accepteront jamais le projet, c'est un état de fait, il faut faire avec. Et eux ont lancé une pétition, ont fait une tentative en utilisant le système change.org que vous connaissez, et ont obtenu 12 000 signatures. Comme la confiance était là, le porteur de projet a refait une réunion avec l'ensemble des personnes qui étaient invitées, qui avaient participé à la concertation, même ouverte, n'importe qui pouvait venir. Et des 12 000 personnes consignées, 2 sont venues, qui n'étaient pas contentes, mais ça s'est arrêté là, puisque les autres personnes étaient satisfaites du fait qu'elles avaient été entendues, écoutées, qu'il y avait des améliorations significatives par rapport au projet. Le troisième cas d'étude, c'est un parc éolien flottant, donc sur la mer. Donc, quand on regarde le calendrier, c'est spectaculaire, hein, parce que ceux qui connaissent un peu le développement des éoliens terrestres, les projets, normalement c'est 3 ans administrativement, mais c'est plutôt 10 ans. Et là, on voit qu'en 4 ans, ils ont réussi à passer du début du projet à la phase d'exploitation. Donc c'est vraiment spectaculaire. Alors je ne suis pas allé vérifier si ce calendrier est vraiment tenu, s'ils sont déjà prêts à exploiter, j'en sais rien, mais en tous les cas, le calendrier est très très condensé. Alors qu'est-ce qui a été fait? Il a été mis en place une concertation préalable, quelque chose qui est organisé, euh, officiel, délimité dans le temps, qui demande la présence d'un garant du comité, de la Commission nationale de débat public, mais ils ont mis aussi en place, en même temps, une concertation dite locale, c'est-à-dire un dialogue permanent avec
le territoire. A priori, ces deux outils qui ont quand même demandé beaucoup d'énergie, hein, là, ils n'ont pas mégoté, ont permis un développement assez serein du projet. Alors, comme je vous le disais précédemment, donc la concertation, qui est beaucoup utilisée en termes d'acceptabilité, peut de temps en temps ne pas fonctionner. Donc, quels sont les points de vigilance? Alors, ces points de vigilance, ce sont ceux que j'ai entendus auprès d'industriels qui me font leur retour d'expérience. Alors, je reviens à l'éolien parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire, sont exposés depuis quelques décennies au questionnement par la société. Donc, ils ont très rapidement mis en place des processus de concertation. Et maintenant, ils sont capables de dire, on fait le constat. On fait un bilan. On a des concertations qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire le projet se passe bien. Une même agence de concertation auquel on fait appel pour un autre projet qu'on a fait de la même façon ne va pas fonctionner. Un territoire différent d'un autre territoire pour un même projet ne sont pas satisfaits. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Euh, donc, ils ont fait un constat. Premièrement, ils disent on donne une tribune aux opposants. Les opposants peuvent embarquer les personnes neutres. Il y a toujours 10% de personnes pour, 10 contre, et puis 80% qui sont au milieu. Bon, c'est caricatural, mais c'est les ordres demandeurs. Ils se sont aperçus que les personnes embarquaient les autres, qui avaient des effets collatéraux. Donc, quelqu'un m'a rapporté le fait qu'un projet s'était très mal passé et ça avait eu des conséquences sur les autres projets de cette entreprise sur le territoire. Donc, d'autres projets ont été atteints par la contestation, alors que pour l'instant, ils n'avaient aucun problème. Que la concertation à travers des réunions publiques, souvent, est un lieu où on décourage la participation des personnes neutres, parce que ce sont des lieux où il y a beaucoup d'expression orale, il y a beaucoup de tensions, et en fin de compte, on assiste très très rapidement au mieux à une partie de tennis entre le porteur de projet et les opposants, qui peuvent s'exprimer en public et qui ont tendance à parler fort, et au pire un match de boxe, c'est-à-dire ça se passe pas très bien. Alors un match de boxe, quand on est dans la salle, bon, si on aime ça, ça va, mais si on est sur le ring en même temps que les gens se tapent dessus, c'est pas, personne n'aime ça, donc très, 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 très compliqué, quoi. Très très compliqué, et puis c'est quand même celui qui crie le plus fort qui souvent a tendance à s'imposer aux autres. Donc un vrai risque. Un autre risque important, c'est celui d'exposer les collaborateurs. Dans les énergies renouvelables, il y a beaucoup soit de jeunes ingénieurs pour les énergies électriques, éolien, PV, soit des agriculteurs pour le biométhane, donc des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver dans des arènes où il y a de la tension très très forte. Donc il y a une exposition très forte des collaborateurs et c'est jamais agréable, je le répète, de se retrouver dans des situations très très conflictuelles. On expose ses partenaires aussi, c'est-à-dire que tout à l'heure avec le projet de réutilisation des eaux usées, on a vu que le maire s'est retiré. Dans un premier temps, il était partant, il trouvait ça super, et puis quand les contestations sont arrivées dans sa propre commune, il a dû être interpellé en conseil municipal, il y a dû y avoir quelques manifestations, quelques tracts diffusés, mais il s'est retiré. Et là, il était relativement neutre, c'est-à-dire qu'il s'est retiré en disant bah, résolvez le problème et je verrai après, mais souvent, le maire peut devenir un opposant, puisqu'il se retrouve dans une situation délicate par rapport à sa population, et entre sa population et le projet, il a vite choisi. Et puis aussi un dernier point, c'est un risque de surestimer la protection apportée par la concertation. Ça, je vais en parler aussi très rapidement. Quand on confie la concertation à des gens dans ce métier, eh ben, qui savent très bien faire la concertation, il peut y avoir un relâchement d'entreprise. Et la concertation, c'est pas uniquement un savoir-faire de concertant et de bien mener les réunions, c'est aussi une stratégie, un positionnement d'entreprise, comme on va le voir tout de suite. Alors, le positionnement de l'entreprise. Alors, comment obtenir l'acceptabilité? Donc, des travaux récents de sociologues de Toulouse, la CERTOP, du laboratoire du CNRS et de l'université Jean Jaurès, aidés par l'ADEME, ont montré qu'un projet était analysé donc, à travers les perceptions qu'en avaient les personnes, et que très rapidement, les personnes regardaient trois grandes dimensions dans le projet. L'opportunité, donc est-ce que ça va apporter quelque chose à mon territoire, ma famille, mes voisins, à moi personnellement. La crédibilité, donc là, il faut aussi bien prendre conscience du fait que
tout un chacun est capable maintenant de porter un jugement sur la crédibilité d'un projet, que ce soit technique ou économique. Soit les personnes ont les ressources nécessaires pour le faire, parce que n'oublions pas qu'on est dans le papy boom et qu'il y a de plus en plus de retraités ingénieurs qui sont là, qui ont le temps de regarder un projet, que les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de traiter ces projets ont à disposition toute l'information qu'ils veulent à travers Internet, et que l'intelligence collective, elle est là, que l'intelligence individuelle est là, et que ces personnes sont capables d'analyser un projet. Et la notion d'équité, c'est est-ce que les conséquences à la fois négatives et positives du projet vont être équitablement réparties? Est-ce que ça va profiter ou est-ce que ça va impacter à peu près tout le monde ou certains? Bien évidemment, ces grandes familles d'analyse sont passées à la moulinette du référentiel de chacun, parce que chacun a sa culture, chacun a son éducation, chacun a ses valeurs, et il y a un jugement et une opinion qui va se créer. Mais on s'est aperçu aussi, avec ces travaux de recherche, que les personnes regardaient aussi l'entreprise en même temps. C'était indissociable. Et que l'entreprise, bah, c'est tout. Hein. Ce n'est pas que le projet qui est la partie émergée de l'iceberg, c'est aussi tout ce qui soutient le projet. Donc l'entreprise elle-même, analysée à travers des notions comme l'ancrage. Donc est-ce que l'entreprise, elle est là depuis longtemps? Et si oui, est-ce qu'elle s'est bien, entre guillemets, comportée? L'ouverture, est-ce que c'est une entreprise avec laquelle on peut discuter? L'engagement, est-ce que l'entreprise fait ce qu'elle dit? Et la crédibilité, de nouveau la crédibilité, et pas forcément la crédibilité technique. Ça peut être une crédibilité de comportement ou la crédibilité technique si jamais l'entreprise va vers l'innovation technologique. L'entreprise est crédible pour ça, oui, parce qu'elle a montré qu'elle savait faire, mais si elle change de technologie, est-ce qu'elle va garder sa crédibilité? Et bien évidemment, ce n'est pas qu'une personne qui fait cette analyse, c'est tout un ensemble de personnes avec des analyses individuelles qui vont former un collectif. Donc la complexité croît, mais les choses importantes qu'il faut souligner, c'est que l'entreprise va être vue à travers son projet. Et en fin de compte, c'est une très bonne chose, puisque ce n'est pas uniquement le projet qui va être contesté, s'il est contesté, mais ce n'est pas uniquement le projet qui va être accepté, s'il est accepté, c'est toute l'entreprise en entier. Et que ça veut dire que l'analyse du projet va comporter l'analyse de l'entreprise, et ça veut dire que vont être impliqués, pas que l'équipe projet, vont être impliqués aussi les équipes techniques, la communication, le marketing, la direction, la stratégie. Et pour les entreprises qui se lancent dans la RSE, ça va être la vitrine. Ça va être la vitrine, c'est ce qu'on va voir en premier. Donc s'il y a une adéquation entre ce qui est affiché en RSE et la réalité de la mise en application à travers le projet, il y aura un alignement très bon. Et s'il y a un alignement très bon, les choses vont relativement bien se passer. Et la concertation va bien se passer parce que l'entreprise, elle sera en alignement total avec une démarche de concertation. Alors, comment obtenir l'acceptabilité? Donc, c'est le descriptif du contexte. J'ai essayé de vous montrer les enjeux qu'il y avait, hein, donc des enjeux à travers des cas pratiques et des enjeux à travers une approche un peu théorique, mais qui montre bien que le projet n'est pas tout seul, il est soutenu par l'entreprise qui le porte ou par la collectivité qui le porte. Il n'y a pas que les entreprises, il y a des collectivités. Et que ce qui se passe dans la collectivité, ce qui se passe dans l'entreprise, l'ADN et la mise en œuvre de toute par exemple la RSE, va avoir des répercussions directes sur l'acceptabilité. Donc l'idée, c'est d'avoir des règles un peu présentes à l'esprit. Donc anticiper le niveau d'acceptabilité du projet, ne pas attendre que le projet soit complètement monté, défini pour s'en inquiéter. Évaluer les attentes de sociétales. J'ai beaucoup parlé des perceptions, c'est-à-dire aller chercher quels sont les leviers qui vont être activés par les personnes quand le projet va arriver. Et pas uniquement je suis pour, je suis contre. C'est vraiment quels sont les éléments profonds qui motivent un positionnement. Préparer l'approche sincère du territoire. Donc ça rentre en ligne de compte, c'est-à-dire ne faisons pas de concertation si on n'a pas envie de discuter, si on n'a pas envie de voir son projet remis en question, et donc aussi l'entreprise, hein, on l'a vu, puisqu'il y a une relation très forte là-dedans. Donc il faut être dans cette sincérité.
Respecter la diversité des opinions pour construire des convergences. Ne pas vouloir réduire absolument les oppositions à quelques oppositions, non, mais vraiment de prendre tout en compte, toutes les propositions, et à partir de là, on va pouvoir construire la convergence. Impliquer les parties prenantes à travers un dialogue apaisé, donc toutes les formes sont possibles, la concertation, la réunion publique, la consultation, tout est possible, mais il faut que ça soit vraiment de l'implication et dans excusez-moi, d'une façon apaisée. Et enfin, quelque chose qui est vraiment fondamental, qui va soutenir tout ça, c'est que l'entreprise doit être partie prenante, toute l'entreprise. Et que pour ça, probablement, il faut de la sensibilisation, il faut former les entreprises euh, aux, aux, aux problématiques de l'acceptabilité. Alors, la bonne nouvelle, je l'ai montré, la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas être des surcoûts, tout ça, parce que c'est déjà présent dans l'entreprise. Les équipes techniques existent, la communication existe, le marketing existe, la direction existe, la stratégie existe, la formation a son budget, la RSE, c'est mise en place à son budget, donc ce ne sont pas des surcoûts. C'est une façon différente d'activer toutes ces pièces de l'entreprise au bénéfice de l'acceptabilité du projet qui est en place. Parce qu'il faut éviter, quand on fait des grandes listes comme ça, de voir à chaque fois au bout de la ligne des euros qui s'accumulent et qui vont devenir en plus. Non, c'est des euros qui sont présents, qui sont prévus, qui doivent être affectés à des choses un peu différentes, certes, mais qui ne sont pas des surcoûts. J'approche de la fin, là, avant de recevoir vos questions. Donc, en fin de compte, c'est comment obtenir l'acceptabilité dans cette terminologie. En fait, on parle de quelque chose qui est de dire on va chercher auprès du public, on va chercher auprès des personnes leur acceptabilité. Et on s'est aperçu quand même qu'en fin de compte, c'est pas unidirectionnel, c'est pas les personnes qui doivent venir vers le projet, c'est aussi l'entreprise qui doit aller vers son public, vers son territoire, vers la société. Donc peut-être qu'obtenir l'acceptabilité, c'est viser l'intégration qu'on peut appeler sociétale. Et pour illustrer ceci, je vais revenir à mon séjour aux États-Unis, hein, qui, en fin de compte a été assez riche d'un point de vue personnel, puisqu'à l'époque, j'étais, donc dans les débuts des années 90, j'étais entouré d'étudiants américains, dont un avec qui j'étais en colocation, qui était un féru, enfin qui était un militant de développement durable, donc à l'époque, et qui n'arrêtait pas de me parler de Ben Jerry's, hein, donc en disant les glaces, si vous connaissez, que c'était super glace, mais pas uniquement sur le goût. C'était super glace dans le comportement de l'entreprise. Donc 78 créations, 79 journées de la glace gratuite, 85 une partie des bénéfices qui rentrent dans les projets tournés vers la communauté. 1989, Ben Jerry's s'oppose aux hormones de croissance recombinant parce qu'il pense que ça aura des conséquences négatives d'un point de vue économique sur l'exploitation agricole familiale et sur la confiance du public en termes de salubrité des produits laitiers. 90, un plan d'aide pour soutenir l'agriculture familiale à rester sur la terre, donc relativement en avance. Et c'est ça qui a fait leur succès. Bien sûr, les glaces sont bonnes, probablement elles sont bonnes, mais quand je discutais avec les gens qui étaient des supporters, c'était des fans. Hein. Ils les supportaient à bout de bras en disant, voilà, c'est une entreprise responsable. Donc ils faisaient de la RSE avant l'or. Alors bien évidemment, ils ont été achetés en 2000 par Unilever, donc on peut se dire, oups, la belle histoire est finie. Et les fondateurs se sont battus pour garder un conseil d'administration indépendant pour diriger l'entreprise tout en préservant et développant la mission sociale, l'intégrité de la marque et la qualité des produits. Voilà. Donc c'est une histoire que je voulais vous donner pour vous montrer ce qu'on peut entendre par intégration sociétale. Donc eux, ils ont fait ça presque à l'insu de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas forcément qu'ils faisaient de la RSE, enfin non, même je pense qu'ils ne le faisaient pas, mais ils l'ont fait, c'était l'ADN de l'entreprise et ça a eu vraiment des effets bénéfiques, vraiment très forts. Ils ont construit leur notoriété, ils ont construit leur développement à travers ces valeurs-là. Et c'est pas sur d'autres valeurs et d'autres techniques qu'ils ont utilisées. C'est vraiment, ils ont construit leur réussite à partir de là.